Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinar. Ce matin, on va parler connaissance de soi et coopération, deux soft skills qui sont devenus incontournables. C'est ce que m'ont dit Lionel et Jean-Yves qui m'accompagnent ce matin. Je vais laisser d'abord Lionel se présenter. Bonjour Lionel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc je m'appelle Lionel Ancelet, je suis coach de carrière, je fais aussi des formations interculturelles en entreprise, j'anime des ateliers soft skills dans des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, de communication, et plus récemment j'ai écrit un livre sur les soft skills et notamment ce que Christophe a évoqué, la connaissance de soi et la coopération. Parfait. Et puis donc, on reçoit Jean-Yves qui, notamment, dirige cette fameuse collection à laquelle tu contribues, Lionel. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Christophe, bonjour Lionel. Je suis aussi coach, aussi bien individuel que équipe, tournée entreprise. Je suis superviseur de coach et j'ai été auteur. J'ai publié 7 ouvrages sur l'intelligence émotionnelle, le coaching, etc. Et effectivement, j'ai le plaisir de coordonner pour le compte de Pearson cette nouvelle collection qui porte le nom de Human Skills. Tu peux nous en dire plus sur cette collection ? Oui, tout à fait. C'est une collection en fait qui a été pensée à une époque où nous on sait, hein, en France, on a un énorme retard sur tout ce qui est. On est imbattable sur l'acquisition de connaissances, les têtes bien pleines. En revanche, sur le développement des compétences comportementales, là, c'est mon point de vue, on a un retard de 50 ans sur les anglo-saxons. Pas de training, pas de formation. Au mieux, on trouve des profs éclairés qui cherchent à développer les habiletés chez leurs élèves. Sauf que dans les environnements complexes de travail qui sont les nôtres à l'heure actuelle, où on doit gérer le juste à temps, le travail à distance, les comportements générationnels face au travail, l'exigence d'autonomie de certains salariés et la personnalisation des jobs, avec l'évolution des techniques, la question c'est pour faire face à cette complexité, est-ce qu'il faut des têtes bien faites ou des têtes bien pleines? Moi, je pense qu'il faut des têtes bien faites avec des compétences comportementales, des compétences, une intelligence situationnelle. Lionel en parlera un peu plus tard, une intelligence décisionnelle. Voilà, tout un tas de formes d'intelligence qui sont à la portée de tous. Seulement, comme toujours, les intelligences, ça se travaille. Quand tu dis on a 50 ans de retard, ça veut dire que dès le système éducatif, on est dans les choux, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on a un petit espoir avec le préélémentaire où, au fond, on fait travailler les soft skills par tout un tas d'exercices, etc. En primaire, ça se gâte un peu. Alors, on a cru que le travail en équipe, le travail en sous-groupe, c'était la panacée. Or, quand on parle aux jeunes, en fait, ils t'expliquent gentiment que dans un groupe, il y en a 2 qui bossent et 3 qui regardent. Et parce que les enseignants n'ont pas une pédagogie du travail en groupe, ce n'est pas intuitif chez tout le monde. Et puis, alors, quand on arrive au collège, au lycée, c'est le formatage. L'université, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enseignants qui ont des initiatives intéressantes et intelligentes. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité. Tu es du même avis, Lionel, j'imagine. Alors, je voudrais quand même tempérer un petit peu le pessimisme de Jean-Yves. Alors, c'est vrai que collège, lycée, c'est effectivement très du formatage et du bourrage de crâne. Par contre, dans le supérieur, ça s'améliore. Alors, je connais moins le monde de l'université, mais dans les grandes écoles, je pense qu'ils ont pris conscience de la nécessité de ces soft skills. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'anime régulièrement des ateliers, aussi bien en école d'ingénieur qu'en école de commerce. Ces structures se sont rendues compte, parce qu'en fait, c'est une demande des recruteurs et des entreprises, qu'il ne faut pas simplement connaître plein de choses, il faut aussi des savoir-être. Donc, les choses s'améliorent, ça va dans le bon sens. Mais encore dans 10% de la population d'une génération, puisque c'est moins de 10% des jeunes vont dans une grande école. Bien sûr. Voilà, donc il y a un progrès, mais il faudrait que ça touche véritablement les 90% qui ne vont pas dans les grandes écoles. Tout à fait. Sachant qu'il faut aussi relativiser ce qu'on entend par grandes écoles. Et toutes n'ont pas la chance d'avoir Lionel en maître de conférence régulièrement. Absolument. Et comme tu le dis, c'est quelque chose qui est impulsé par les entreprises qui, elles, ont pris ce virage de mettre en avant les compétences comportementales depuis maintenant
3 ans, en fait. Hein. Le Covid a largement accéléré ça. Et justement, à l'époque post-Covid, les soft skills qui étaient les plus prisés, 2020-2021, on parlait beaucoup de la compétence apprendre à apprendre. Et puis, on parlait également énormément de résilience. Et là, aujourd'hui, vous arrivez avec finalement quelque chose qui est peut-être encore plus fondamental que ça, qui est la connaissance de soi et la coopération. Alors, déjà, pourquoi connaissance de soi et coopération, et pourquoi pas connaissance de soi et collaboration? D'accord. Alors pourquoi on peut collaborer sans coopérer? C'est le cas si on regarde ce qui se passe sur les plateaux paysagers dans les entreprises. Collaborer, étymologiquement, ça veut dire faire le même travail, le même labeur. Mais on peut très bien, il y a 0 valeur ajoutée, c'est-à-dire que j'ai 1 plus 1 plus 1 égale 3. L'idée de coopérer, c'est d'être associé depuis le début du process, d'en être un acteur de ce process, de contribuer à l'amélioration continue et d'atteindre des objectifs ensemble pour que 1 plus 1 plus 1 égale 4. Voilà, c'est l'avantage de la coopération sur la collaboration. Lionel, la connaissance de soi, comment tu définirais ça? Parce qu'il faut quand même définir les termes dont on est en train de parler. La connaissance de soi, c'est quoi? C'est finalement, c'est être capable de quoi? Alors, comme le dit Jean-Yves, c'est fondamental de se connaître parce que c'est la fondation pour tout le reste. Hein. Si on n'a pas ça, le reste ne va pas suivre. Ou en tout cas, ça sera sur des fondations très, très, très fragiles. Donc la connaissance de soi, c'est d'être conscient de la manière dont on fonctionne, de nos automatismes, de quelle manière on va recueillir les informations, enfin à quel type d'informations on va être attentif plutôt qu'à d'autres, sur quels critères on va prendre ses décisions, comment on a tendance à interagir avec les autres. Et quand on en devient conscient, on est capable de prendre du recul par rapport à soi. Et cette prise de recul, du coup, ouvre tout un champ où non seulement on se comprend mieux, mais on est capable de comprendre les autres. Et quand on comprend les autres et soi-même, on va être beaucoup mieux capable de s'ajuster et précisément de coopérer parce qu'on va être capable de mettre en place un langage commun, de s'appuyer sur les différences plutôt que les différences soient source d'incompréhension, voire de conflit. Donc c'est vraiment ça ouvre le champ à beaucoup de choses. Mais comment tu t'y prends pour développer cette... je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une compétence d'ailleurs. On pourrait presque dire que c'est... Ah, la connaissance de soi. Ouais. Oui. Ah non, c'est pas dans la liste de base des soft skills. C'est plutôt une combinaison d'un certain nombre de compétences. C'est une sorte de méta-compétence, en fait. C'est un ensemble, une collection de compétences qui vont rendre possible tout le reste. Alors, comment s'y prendre? En fournissant des modèles, des outils, et c'est ce que j'ai fait dans le livre, de proposer une grille de lecture qui est basée sur les types psychologiques de Carl Jung. Et à partir de ce modèle, je propose une grille de lecture en prenant, je dirais, séquentiellement différents aspects, comment j'interagis avec les autres, comment je prends mes décisions, comment je recueille les informations. Et ça permet de construire petit à petit une image de soi et de comprendre comment on fonctionne. Alors, ces soft skills, il y a quand même un débat depuis des années sur le sujet. Alors, il y a des entreprises qui te vendent des formations dans tous les sens, mais le DRH, lui, quand il se retrouve face à ça, il constate qu'effectivement, il y a besoin de développer les comportements, les compétences comportementales de ses managers, notamment, de ses collaborateurs, et comment il s'y prend, comment il va réussir à évaluer tout simplement ses collaborateurs et puis à construire une feuille de route. Comment on s'y prend? Parce qu'une compétence technique, c'est assez simple. Tu sais faire, tu sais pas faire. Une compétence comportementale, comment on la jauge? Est-ce qu'on peut la jauger d'ailleurs, Jean-Yves? Oui, on peut en tous les cas évaluer les compétences comportementales. Donc, je suis également, je ne l'ai pas développé, mais je suis consultant pour Talent Lens, qui, au sein du groupe Pearson, produit et commercialise des tests à la fois d'évaluation, mais aussi de développement. Et effectivement, on a des outils comme le Golden, par exemple, qui permettent à un collaborateur de repérer comment est-ce qu'il fonctionne,
quelles sont ces zones de confort, ces zones difficiles, etc. Donc oui, ils ont les moyens, mais les DRH, je vais être un peu, pas dur avec les DRH, mais avec il faut que le comité de direction lui-même ait pilote ce travail. Donc, qu'il en soit conscient que c'est véritablement un enjeu pour demain, et deux, qu'il montre l'exemple, ce qui n'est pas toujours extraordinaire dans les comités de direction, et ensuite qu'il donne les moyens au DRH et le budget pour prioriser le travail autour des soft skills, qui est plus des séminaires de sensibilisation, des ateliers de développement, voire du co-développement, etc. Il y a tout un tas de techniques un peu différentes qui ressortent du module de 2 jours ou de 3 jours. Non pas qu'il n'ait pas sa raison d'être, mais il ne faut pas oublier que pour progresser du côté des soft skills, il faut avoir la technique, mais aussi l'envie et s'appuyer sur le feedback des autres. Alors, un collaborateur qui n'a pas envie, ça veut dire que tu ne peux pas le faire avancer. Alors, j'allais dire, difficile de faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc, c'est pas très gentil, mais c'est assez révélateur. En même temps, j'en veux pas aux gens de ne pas en avoir conscience, parce qu'encore une fois, ça devrait faire partie des acquis scolaires, ça. La question de coopérer, c'est un basique. Et se connaître. Parce que, revenons simplement sur la coopération. Selon les types de personnalités qui sont les nôtres, on n'a pas la même idée de ce qu'est la coopération. Pour certains, coopérer, c'est je te donne des ordres, je t'explique comment tu fais et tu le mets en place. Pour d'autres, c'est l'autonomie avant tout. Non, moi, je n'ai pas envie que tu m'aides, je veux faire tout seul, etc. Donc, il faut se mettre d'accord sur le niveau de coopération dont on a besoin dans une entreprise, et ce n'est pas standard. Donc, il y a un travail qui est à affiner, un travail qui se fait avec les acteurs. Et en revanche, il faut les sensibiliser. Alors, il y a un temps pour ça qui s'appelle les entretiens annuels, notamment, qui peut être l'occasion entre 2 managers de faire un feedback. Encore faut-il que le manager de niveau N+1 soit lui-même sensible à cette dimension et qu'il trouve les mots pour le dire. Mais il peut s'appuyer sur la DRH, notamment sur les responsables de formation. Là, pour le coup, ils doivent coopérer ensemble. Comité de direction, DRH, responsables de formation, etc. Ils doivent coopérer ensemble pour trouver les dispositifs les plus adaptés et pour répondre aux besoins de certains. Il y a des collaborateurs qui sont très à l'aise dans la coopération, j'allais dire de manière presque intuitive. Voilà, ils aiment ça. Alors, dans le livre, tu cites, alors le livre, il est très bien fait, je l'ai parcouru, le livre de Lionel, il y a beaucoup d'exemples, en fait, c'est très scénarisé, vous avez des grands chapitres, à chaque fois, c'est illustré par des scénettes d'entreprise, des réactions de différents salariés face à des situations, des clés, justement, pour déverrouiller un peu certaines postures et permettre aux collaborateurs, ou enfin aux lecteurs, ça lui apporte des réponses directes. Le livre en soi est déjà un outil en soi de développement personnel. Tu prends une citation de Saint-Exupéry, tu dis « Je comprends les différences pour mieux collaborer ». Depuis 6 mois maintenant, je constate, j'ai des retours de RH qui me disent « On n'arrive plus à faire collaborer, ni à faire coopérer les gens ensemble. On n'arrive plus à faire travailler les gens en équipe. Ça devient très, très difficile. » Alors, c'est lié aux prises de conscience post-Covid, d'équilibre des temps de vie. C'est lié au télétravail ou au travail hybride. Mais du coup, on constate un ultra-individualisme post-Covid, qui est une tendance qui est très marquée. Et finalement, partant de cette posture où l'individualisme se développe de plus en plus, comment tu réussis à faire travailler les gens en équipe, à les faire coopérer et collaborer? Est-ce que c'est encore possible? Alors oui, je pense que c'est possible. Au passage, je comprends les différences pour mieux collaborer. C'est le titre du chapitre. La citation exacte de Saint-Exupéry, c'est « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente ».
Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Saint-Exupéry? Il voulait dire qu'en fait, face aux gens qui sont différents, la première réaction, ça pourrait être de l'hostilité, et c'est effectivement ce qu'on constate, plus que de l'individualisme, je dirais. Aujourd'hui, c'est un phénomène sociétal général, c'est une sorte d'intolérance à la différence. On ne tolère pas que les gens fonctionnent différemment de nous, même qui pensent différemment, qui aient des opinions différentes. Bon, c'est un autre sujet qui n'est pas celui de ce webinaire, mais justement, la connaissance de soi et la connaissance des autres, la compréhension des autres, ça permet de mieux accepter la différence, parce que je vais comprendre à ce moment-là que quelqu'un qui fonctionne différemment, c'est pas parce qu'il est bête ou qu'il est méchant et que j'ai pas de raison, même si je peux être agacé à juste titre. En fait, je vais comprendre que cette différence me montre mes points de développement. Si quelqu'un prend ses décisions sur des critères complètement différents des miens, au lieu de dire que ces critères de décision sont stupides, je vais pouvoir me dire, bah tiens, peut-être que finalement, moi, je regarde juste une partie du paysage pour prendre ma décision. Lui, il regarde une autre partie. Et si on mettait nos critères ensemble, bah, du coup, on prendrait des décisions plus riches, plus justes. Et c'est un exemple de ce que j'explique dans le livre. Toujours, comme tu le disais, avec des scénettes d'entreprise, j'ai créé des personnages pour illustrer le propos, pour pas que ça reste théorique. Et on se rend compte que quand on met ensemble nos manières de penser, même si elles sont différentes, on va être beaucoup plus riche et ça va permettre de développer un autre soft skills, en tout cas un autre mot-clé qu'on entend dans les DRH, c'est l'intelligence collective. En mettant les différences ensemble, eh bien ça va faire, comme le disait Jean-Yves, 1 + 1 = 3, parce que nos manières de faire et nos manières de voir vont s'enrichir, se compléter, plutôt que de s'opposer. Ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, ça veut dire que pour réussir à transformer ton organisation, enfin les membres qui font partie de ton organisation, encore faut-il que la direction générale impulse cette volonté et qu'elle transforme l'intégralité de ses lignes managériales. Oui, et pour ça, il faut ne pas oublier également que les mutations qui doivent se produire chez les managers sont encore à venir. C'est-à-dire que le chef qui cheffait, comme on le dit parfois, doit laisser la place à un manager qui coordonne, qui impulse, qui accompagne. Je ne dis pas qui coach parce que le mot devient un truc un peu aberrant et le manager n'est pas le coach des collaborateurs. Il n'est pas payé pour ça. Il est payé par l'institution pour que l'équipe produise les résultats attendus. Mais en revanche, effectivement, le rôle du manager change considérablement. Et inutile de dire que quand on nomme manager des personnes qui occupaient un poste en N-1 ou en N-2, il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que les compétences, les soft skills, les compétences relationnelles, comportementales, etc., est-ce qu'elles sont au rendez-vous et sans culpabiliser ceux pour qui ça n'est pas encore le cas, est-ce qu'on les prépare à jouer ce rôle de manager en les formant, en les développant sur le volet comportemental? Il y a des managers, j'en coach, qui sont, je m'excuse pour les collaborateurs, ce sont des gens imbuvables, mais imbuvables parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés et formés à ça. D'ailleurs, souvent, je me souviens d'avoir travaillé pour une grande entreprise dans l'énergie, où, parce qu'on le sait, dans les grandes entreprises, les gens progressent N+1, N+2, N+3, puis un jour, ils arrivent à un boulot où ils font 20% de terrain et 80% de réflexion et de stratégie. Tout le monde n'y est pas prêt, sauf que quand on donne que ça comme perspective d'évolution dans une entreprise, ils y vont. Eh bien, cette grande entreprise, elle a développé en simultané une évolution hiérarchique qui conduit au management et une évolution qu'ils appellent Technical Ladder, qui permet d'aller du début à la fin de sa carrière sans jamais manager, tout en progressant en termes de responsabilité. Le management, ce n'est pas inné. Il y a des gens qui vont au management à reculons, qui se lèvent le matin en ayant mal au ventre. Et il faut véritablement que ces maillons importants, en commençant par le management intermédiaire, qui de mon point de vue est celui qui souffre le plus. Parce que lui, le management intermédiaire, il est en contact 24/24 avec les gens qui produisent. C'est celui qui prend les baffes d'en bas et puis d'en haut. Absolument, voilà. Et cela souffre, mais on peut les accompagner. Il existe
des tas de moyens. Alors, nos livres sont un premier niveau parce que ça peut sensibiliser et donner des clés, mais il y a effectivement des formes d'accompagnement, de séminaires, de tutorat, de mentorat, de développement de coaching, etc. Voilà, toute une palette qui peut être utilisée de manière intelligente par les DRH. Je dis intelligente parce que s'il n'y a pas la motivation, très franchement, un coaching, ça ne sert à rien. Moi, je dis à mes clients, ah bon, vous voulez coacher votre DAF, mais il est au courant, il est demandeur? Non, très bien, bah, si vous avez X milliers d'euros à perdre, il n'y a pas de souci, faites-le. Et ça n'apportera rien. Il faut qu'il y ait une demande et que le salarié soit co-acteur du processus qui se met en place. De la même façon, en formation, inscrire les gens à une formation, les envoyer en formation 3 jours, ne même pas prendre le temps de les recevoir pour leur dire alors qu'est-ce que vous avez appris, quelle perspective ça vous donne, etc. C'est quoi? C'est un exercice, c'est inutile. La formation, ça se vend, j'allais dire, et ça s'accompagne. On accompagne les collaborateurs au retour d'une formation. C'est comme si on achetait une machine neuve et qu'on ne s'occupait pas du mode d'emploi et de la faire fonctionner. Il y a de grosses lacunes dans les entreprises françaises à ce niveau-là. Séverine commentait là sur la posture justement qu'on vient d'évoquer et dit quid du manager qui a obtenu son poste par la réussite commerciale et non pas par ses soft skills et diplômes. Eh bien oui, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci et en plus, j'allais dire dans le pire des cas, il va devenir directeur commercial d'ailleurs, ce qui ne va pas arranger. C'est ce qu'on appelle, hein, vous savez, le principe de Peter. Hein, il a atteint son niveau d'incompétence. Mais en tous les cas, ça veut dire que les entreprises doivent vraiment se poser la question dans le recrutement et dans l'évolution interne à la part qu'elles donnent à la technicité. Sachant qu'on a de plus en plus de collaborateurs d'un bon niveau technique, on recrute des Bac plus 3, Bac plus 5, si on reste dans le monde commercial, donc des gens qui a priori connaissent les méthodes, les techniques, etc. Donc ce n'est pas le souci du manager d'être l'excellent commercial, c'est comment est-ce que de ce groupe, il fait une équipe. Une groupe, c'est une collection de personnes. Comment est-ce qu'il bâtit une équipe? Comment est-ce qu'il impulse? Comment est-ce qu'il motive? Et c'est ça le travail qu'on demande à un manager. Or, ils ne sont pas formés à ça, ou très peu formés à cela. Alors, à ce propos, j'aimerais bien rebondir parce qu'effectivement, tu parles du recrutement, de la constitution d'une équipe. Et ça, c'est un point de vigilance, je pense, pour les managers. C'est qu'on a tendance, si on constitue son équipe, et c'est normal, c'est humain, à vouloir prendre des gens qui nous ressemblent, des gens qui sont câblés comme nous, qui fonctionnent comme nous, parce que ça sera plus facile, on a le sentiment d'être sur la même longueur d'onde et que la communication sera facile. Mais en faisant ça, en fait, on va créer potentiellement des angles morts dans l'équipe, puisqu'on regarde tous dans la même direction, pour reprendre une citation de Saint-Exupéry, on regarde tous dans la même direction, on regarde les mêmes choses, on est attentif aux mêmes critères, et du coup, il va nous manquer quelque chose en tant qu'équipe. Et moi, je le vois dans les équipes que j'accompagne, les équipes qui réussissent le mieux, notamment sur les projets, et donc qui arrivent le mieux à coopérer, c'est celles qui sont le plus hétérogènes en tant que mode de fonctionnement, en tant que personnalité, parce qu'ils se complètent. Alors bien sûr, au début, il y a un temps d'ajustement, mais une fois qu'on a passé le cap de l'ajustement, qu'on arrive à communiquer et à coopérer, on est beaucoup plus puissant en tant qu'équipe. Mais malheureusement, la tendance, souvent dans les entreprises, c'est de recruter des gens qui ressemblent aux managers. Et parfois, on constate ça au niveau de l'entreprise tout entière, à tous les échelons. Tout le monde a un profil de personnalité qui est très proche, parce qu'évidemment, on est tous, on voit tous dans la même direction, mais ce faisant, on a des angles morts et du coup des faiblesses qui peuvent surgir en cas de difficulté, notamment sur un projet. Oui, ça vient de la stratégie de recrutement où tu as des entreprises qui sourcent toujours les mêmes écoles. Ouais. Si tu n'as pas le diplôme de telle école, tu ne peux pas rentrer. Et finalement, c'est le fameux... c'est recruter des clones, en fait. On fait du clonage permanent et on ne crée aucune intelligence collective puisqu'on recrute des moutons et on continue à le faire. Le diplôme est un moyen, ça n'est pas une fin. Et puis par ailleurs, je suis désolé, mais pour avoir enseigné dans une ou deux grandes écoles
que par charité, je ne nommerai pas. Parmi le dernier quart de ceux qui ont été diplômés sur une année, on n'a pas que des lumières non plus, hein. C'est-à-dire entre être premier major de sa promo et le dernier de la promotion de 200, il y a des gens, bon, ils ont eu un peu le diplôme au forceps, hein. Mais au-delà de ça, Agnès disait, puisque je regarde en même temps les remarques des personnes qui nous suivent, elle disait, juste, il faut que je remonte parce qu'entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, que les managers imbuvables n'accepteront jamais de se remettre en cause sur leur façon de manager. Mais la question, elle est, pourquoi est-ce qu'on ne met pas… tout à l'heure, Christophe, tu demandais qu'on ait des pistes pour les DRH. Pourquoi, dans l'évaluation des collaborateurs en fin d'année, il n'y a pas un pourcentage d'évaluation sur les compétences comportementales à l'égal des fameux atteintes d'objectifs, qui sont des fois assez creux d'ailleurs et gagnés d'avance en début d'année. Mais si on entrait ces compétences comportementales, ces compétences managériales dans l'évaluation du collaborateur à l'égal des résultats atteints, et que donc on ait une part variable de la rémunération qui soit assise aussi sur la compétence comportementale du manager, on ferait peut-être bouger les choses dans l'entreprise. Et de la même façon, moi, ce que je propose à mes clients et ce qu'on fait régulièrement, quand on fait des évolutions en interne, on bâtit un assessment center. Donc, on bâtit une série d'épreuves couplées à des outils, notamment SOSI deuxième génération, le TD12, etc. Et tous les collaborateurs y passent et on détermine, et ils le comprennent d'ailleurs, on recherche les gens, non pas qui ont eu le diplôme X ou le truc Y, mais les gens qui sont adaptés aux compétences attendues dans la fonction pour laquelle ils sont nommés. Et c'est leur rendre service aussi, parce que nous, après, on les récupère en souffrance dans les coachings. C'est aberrant qu'on ait nommé des gens qui se retrouvent en souffrance, on leur envoie des coachs. Il faudrait peut-être anticiper un peu, hein. Il y a une remarque intéressante de Regina qui dit « J'ai impulsé un management collaboratif dans le souhait de voir mes équipes grandir dans leurs responsabilités. Résultat, un stagiaire, une assistante pas très motivée. Et puis aujourd'hui, il lui reproche un climat stressant et veulent partir. » Moi, j'ai vécu ça aussi. Ça m'est déjà arrivé, mais il faut aussi partir du postulat que tout le monde n'a pas envie d'évoluer. On ne peut pas impulser quelque chose auprès de son équipe sans avoir évalué l'envie, la motivation de ses collaborateurs. Même avec les meilleures intentions du monde. Mais on peut rebondir sur ce que disait Lionel. Peut-être que si on travaillait sur ce que sont les compétences relationnelles et comportementales de chacun en termes de différence, on peut aussi, par exemple, pourquoi cette idée, parfois ridicule dans une équipe, de charger un collaborateur très introverti de s'occuper de la relation client au téléphone, alors que certains l'adorent. Enfin, je ne dis pas qu'on va faire des postes à la carte, mais néanmoins, il y a des appétences des collaborateurs pour un certain nombre de choses. Un introverti, par définition, préférera peut-être plutôt répondre sur chat en écrivant les messages, alors qu'un extraverti sera ravi de prendre le téléphone et de parler aux gens. D'ailleurs, il faut s'appuyer aussi sur ce que sont les personnes et sur ce qu'elles ont envie de faire. Et j'allais dire, Christophe, je rejoins ce que tu dis à propos de ce que disait Regina là. On a parfois des managers qui sont dans l'injonction. Tu dois participer et tu dois être content de collaborer avec tes collègues. Eh ben non, il y a des gens qui n'ont pas envie de participer, qui attendent qu'on leur donne une tâche et puis quand ils ont fini, ils attendent bras croisés que ça vienne. Voilà, il faut faire avec ça. Donc, le vrai management, c'est un management situationnel. Donc, le collaboratif, oui, mais situationnel, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts culturellement, qui ne sont pas prêts générationnellement à rentrer dans une logique de management collaboratif, mais qui ont par ailleurs des compétences dont on a besoin. Donc, on revient à ce que disait Lionel, appuyons-nous sur les compétences des gens et leurs différences. On revient à ce que tu disais il y a une dizaine de minutes. On a en entreprise aujourd'hui beaucoup de managers qui sont à des postes de manager sans vraiment avoir voulu l'être et qui ont accepté ces postes parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Oui, il y a ça.
Lionel, Oui. tu voulais réagir? Oui, effectivement, promouvoir quelqu'un à un poste de management, c'est vu comme une récompense. Mais comme tu disais, Jean-Yves, tout le monde n'aspire pas à devenir chef, manager. Il y a des gens qui veulent continuer à développer leur expertise et c'est ça qui les fait vibrer. Et effectivement, de le comprendre et d'en être conscient, ça permet qu'ils restent motivés parce qu'ils vont pouvoir continuer à développer leur expertise et ça ne les intéresse pas du tout de faire du management. Et comprendre ça, c'est déjà un pas vers plus à la fois d'harmonie, mais du coup d'efficacité parce que c'est aussi la condition de Oui. l'efficacité et de l'atteinte des objectifs. Et j'aimerais réagir sur ce que dit Bénédicte. Elle nous dit, s'agit-il de former les managers ou s'agit-il de leur donner l'attention nécessaire pour qu'ils puissent à leur tour coacher leurs collaborateurs? Moi, j'insiste quand même là-dessus, j'aime pas beaucoup le mot coacher, parce que le coach, Lionel comme moi, on en est, nous sommes en position basse sur les contenus. Nous ne savons pas faire à la place de nos clients, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, le manager, il est obligé de mettre en place, de décliner la stratégie définie par l'entreprise et parfois, ça suppose d'imposer des choses ou de ne pas faire exactement comme dans l'idéal on aimerait faire. Donc, oui, il faut donner l'attention et la formation aux managers pour qu'ils puissent accompagner les collaborateurs. Je pense que le mot accompagner va bien, mais attention au mot coacher parce qu'on a fait dans certaines entreprises des dégâts en parlant sans arrêt de manager-coach. Le coach, il doit être manager, il doit être chef, mais pas brutal. Il doit accompagner le développement de ses collaborateurs, mais il doit atteindre des objectifs qui sont des fois difficiles en termes de prod. À l'heure actuelle, puisque je fais du recrutement depuis une trentaine d'années, ça devient très dur de recruter du management intermédiaire. Les gens disent, pourquoi voulez-vous que j'y aille ? Je me fais taper au-dessus ou en dessous pour gagner 150 ou 200 euros par mois. Non, je reste dans l'équipe, c'est très bien. Et puis, il doit aussi licencier certains collaborateurs, le manager. En tous les cas, il contribue, oui. Même le manager de proximité, on lui demande ça. Il a des fonctions qui sont pas naturelles pour beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça, pour revenir à ce que tu disais, Christophe, des formations de 2 jours ou de 3 jours, c'est pas du tout pour démolir ce genre de choses. Elles existent, il y a de la clientèle et pourquoi pas. Mais pour moi, c'est juste de la sensibilisation. Mais rien ne change au bout d'une formation de 3 jours. Donc, il faut revoir aussitôt après le collaborateur pour voir ce qu'il en a retiré et compris et comment on peut l'accompagner pour aller plus loin. Mais se dire qu'on a tout réglé avec une formation de 3 jours, c'est de la démission. Alors, en début de webinaire, je parlais de cette sensation d'un monde qui devient de plus en plus individualiste. Est-ce que vous, parmi les participants, vous rencontrez cette difficulté dans votre quotidien, d'être face à des collaborateurs finalement avec qui vous avez du mal à collaborer, avec qui vous avez du mal à faire travailler sur un projet en équipe? Est-ce que vous faites aussi ce constat, là, depuis 2 ans, qu'on est dans cette posture d'individualisme? Vous pouvez me répondre dans le chat. Ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je vois aussi une question qui nous est posée par... bah oui, ça monte vite le chat, hein, ça rentre énormément. Mais une personne qui nous disait comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les managers? Oui, quand il n'y a pas d'organisation pyramidale, c'est Sandrine. Quand il n'y a pas d'organisation pyramidale de managers, mon conseil de coach, ça serait de mettre du tiers. C'est-à-dire que difficile pour un dirigeant de parler à tous ses collaborateurs et de leur dire, en gros, vous avez des difficultés à coopérer. Sous-entendu, moi, j'en ai pas éventuellement. Mais on peut faire appel à un tiers, on peut faire une demi-journée d'animation avec un coach, on peut faire ce que j'ai vécu, que je trouve formidable chez AFI, Air France Industrie. On fait appel à une compagnie de théâtre comme Théâtre à la carte, qui provoque des insights, qui provoque de la prise de conscience. L'idée, c'est que les gens savent très bien qu'ils ont des choses à améliorer, mais ils n'ont pas envie de révéler en public, dire pourquoi je dirais devant mes collègues, etc. quoi. Donc, il faut créer des occasions de libérer la parole et que les uns et les autres puissent dire, bah ouais, moi j'ai du mal là, à cet endroit, à un autre. Et on va découvrir qu'ils n'ont pas mal au même endroit, puisqu'ils sont différents par définition. Donc, l'idée, après, c'est de leur apporter à chacun des réponses spécifiques en fonction de leurs problématiques et en fonction de leurs besoins de développement. Mais leur faire suivre tous un stage de 2 jours, c'est peut-être pas la meilleure des idées si les problématiques sont différentes.
En fait, c'est peut-être notre mode de fonctionnement qui est, je dirais, presque corrompu dès le départ. Il y a Ralph qui dit comment amener les managers à considérer les soft skills lorsqu'ils savent être recrutés ou promus pour ce qu'ils ont fait. En fait, la question, c'est aujourd'hui, on va promouvoir un collaborateur manager, on ne va pas le former. À partir du moment où on va avoir un problème comportemental ou autre, on va lui proposer, comme tu le disais, 3-4 jours de formation. Mais la vraie question, c'est pourquoi ne forme-t-on pas les gens avant de les promouvoir managers? C'est très rare, en fait, en France. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, la question qui se pose là, c'est la question de leur motivation, de leur envie. Et surtout, il y a un outil qui a disparu dans un certain nombre d'entreprises, hein. On a la fiche de poste, dans le meilleur des cas. Parfois, elle n'est pas actualisée. D'ailleurs, moi, en tant que recruteur, on me file des fiches de poste. Je dis, attendez, elle a combien d'années votre fiche de poste? Elle a au moins 15 ans. Vous êtes sûr que c'est Madame Suzanne? On va la remplacer par une Madame Suzanne bis avec 15 ans de moins. Posez-vous la question du référentiel de compétences associées et mettons en place et à plat un référentiel de compétences. Et ensuite, parlons avec les collaborateurs. On peut même leur demander, et on est souvent surpris quand on demande aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur les compétences comportementales. Ils sont souvent très honnêtes et parfois même très durs avec eux-mêmes. Les gens sont capables de s'auto-évaluer et après on discute de comment on peut vous accompagner, sachant que vous allez prendre le poste dans 6 mois, quel serait le meilleur moyen pour vous aider à grandir, en responsabilisant les gens pour qu'ils soient co-acteurs de leur formation. On ne prescrit pas une ordonnance, 3 jours manager les personnalités difficiles, 2 jours prendre la parole en public, et voilà, ce n'est pas une ordonnance, c'est une réflexion pour trouver le bon parcours, dans le respect évidemment des budgets et des réalités de l'entreprise. Hein. Je ne suis pas un doux rêveur, mais voilà, il y a certainement des moyens, et notamment, moi je crois beaucoup, alors j'anime des groupes de co-développement, et je crois que le co-développement, c'est quelque chose d'extrêmement riche pour aider les managers à travailler sur leur progrès en découvrant que tout le monde a ses difficultés et où chacun se met à tour de rôle au service du manager qui présente son cas et sa difficulté pour l'aider à progresser. Donc, il y a des formes d'accompagnement et de développement qui ne sont pas si coûteuses que ça pour l'entreprise, parce qu'un groupe de co-développement peut accueillir 8 participants, voire 10 pour une demi-journée tous les mois. Ce n'est pas énorme en termes de coût pour l'entreprise. Et c'est une forme de développement qui s'appuie sur le réel. Ce n'est pas les besoins théoriques d'un manager dans l'absolu, c'est nous, dans notre entreprise, compte tenu de ce que l'on est, de la culture métier, du nombre que l'on est, etc. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons et comment peut-on trouver ensemble des pistes d'amélioration, des pistes pour simplifier les choses. Et en plus, ça soude l'équipe, le Codev. C'est vraiment une démarche hyper intéressante qui nous vient des Québécois. Rendons-leur ce qui leur revient. Alors, j'ai été formé au coaching au Québec, donc je suis très attentif à tout ce qui s'y fait. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos collègues de langue francophone, mais beaucoup plus pragmatiques et efficaces que nous. Ils sont orientés vers l'efficacité. Mais il n'y a pas d'automatisme. Ah bah oui, il a occupé tel poste et tel poste, alors le poste X lui revient. Non, c'est une question de compétences. Et surtout, on met les gens dans l'inconfort total. Moi, j'ai eu des gens en coaching en burn-out parce qu'ils étaient dans des postes qu'ils ne supportaient pas, mais qui leur avaient permis de progresser en termes de salaire, en termes de carrière. Mais on les met en souffrance, on ne leur rend pas service. Il y a Sandrine qui nous dit, par rapport à l'individualisme, elle nous dit en réalité, est-ce que l'individualisme consiste à répondre à des besoins personnels qui doivent être alignés avec les besoins de l'entreprise? Cela relève plutôt d'être aligné avec soi et la raison d'être de l'entreprise. Oui. Moi, j'ai un petit doute. Hier, j'étais sur une matinée où on a parlé de culture d'entreprise. Et finalement, la conclusion que j'en ai tirée au bout des débats, c'est que la culture d'entreprise, c'est un peu aujourd'hui une arme marketing bullshit de la part des entreprises. Et que la première problématique à régler pour faire en sorte que les salariés aient envie de venir travailler, c'est déjà
l'entente avec les collègues et le manager, très basiquement. Puisqu'en fait, quand j'arrive le matin dans le bureau, j'ai mes collègues, déjà si je ne peux pas les piffrer, ça ne va pas le faire. Donc, est-ce que ce n'est pas ça plutôt? Donc finalement, on rejoint un peu les soft skills là, qu'on évoque ce matin. À mon sens, l'arme absolue contre l'individualisme, c'est la coopération. Absolument, absolument. Et sur l'unité de base, tu as tout à fait raison, Christophe, c'est l'unité de base qui est l'équipe et son manager. Par ailleurs, dans les grands groupes, alors je te rejoins tout à fait, moi, les chartes sur les valeurs de l'entreprise, etc. Je me souviens d'avoir accroché une directrice d'un centre d'assurance en province, et elle me disait, regardez, dans la salle de réunion, toutes les valeurs sont affichées ici, alors qu'elle m'avait dit 10 minutes plus tôt que les gens étaient habités par les valeurs. Je dis, je ne comprends pas, s'ils sont habités par les valeurs, pourquoi est-ce qu'il faut les accrocher partout? Moi, les valeurs, c'est ce que je vois. J'adore, quand je commence à travailler pour une entreprise, je demande à circuler assez librement pendant une demi-journée avec un manager, aller visiter, etc. Alors, le directeur qui nous dit, oh, mais moi, vous savez, personne n'hésite à discuter avec moi quand on passe dans l'usine. Et quand vous voyez les gens se figer au moment où à 5 mètres, il repère le directeur, je dis, mon gars, tu n'es pas dans une lecture de la réalité. Non, il faut partir de la réalité et pas d'un discours idéal et d'une entreprise idéale qui, de toute façon, n'existe pas. L'entreprise idéale n'existe pas parce qu'elle se fabrique en fonction de ses contraintes, en fonction de son histoire, en fonction de son secteur d'activité, en fonction des collaborateurs qu'elle a et en fonction de marchés qui sont de plus en plus difficiles. Et voilà. Donc, ne rêvons pas de l'entreprise idéale, mais une entreprise où, effectivement, comme tu le disais, en termes de base, les gens ont envie de venir le matin. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire tomber dessus et se faire engueuler, etc. Mais qu'il va y avoir un temps de, comme on dit maintenant dans les réunions, d'inclusion ou de choses comme ça, et où les réunions vont servir à quelque chose, où on ne va pas passer son temps en réunion. C'est des basiques. Et puis rétablir la connexion qui est la base, comme l'écrit Carole, tout simplement. Rétablir la communication et instaurer l'écoute. Oui. D'ailleurs, Sandrine propose quelque chose que moi j'ai déjà fait faire dans des entreprises chez mes clients, le vie ma vie. À un moment donné, je trouve ça sympa. Il y en a un qui dit, ouais, mais notre manager, ou le manager du service X, jamais disponible quand tu as besoin de lui. Ok, bah, tu vas aller passer une demi-journée avec lui, puis tu vas même 1 heure ou 2, tu vas être à sa place pour voir quelles sont les difficultés que lui rencontre et que tu n'as pas forcément soupçonnées. Et ce n'est pas du jugement, c'est normal qu'on ne soupçonne pas les difficultés de chacun dans chaque métier. Mais il y a une vraie prise de conscience, de la même façon que, comme le disait Lionel, et le livre amène à ça, qu'on prenne conscience du fait qu'il y a des choses qu'on préfère faire, des choses qu'on aime moins faire, des choses dans lesquelles on se sent confortable ou pas. Et grâce à des démarches comme celle-ci, ou comme l'utilisation des outils qui sont dérivés d'ailleurs de la théorie de Carl Jung, comme le Golden, on prend conscience des différences et c'est hyper important, on prend conscience de ces zones de développement, etc. Et d'ailleurs, là, pour le coup, c'est le coordinateur de la collection qui parle et qui est consultant pour Talent Lens. Les lecteurs de ce livre qui veulent aller plus loin peuvent tout à fait s'adresser à Talentless pour demander de passer un Golden et pour approfondir leur diagnostic, repérer leurs pistes, etc. Parce que Pearson, c'est aussi l'accompagnement du développement. Ce n'est pas juste des tests d'évaluation. Il y a vraiment l'idée d'accompagner nos clients et on peut tout à fait, au travers de passation d'outils, aller plus loin puisque nous avons des centaines de personnes certifiées à l'utilisation de cet outil en France. Il y avait dernier point que je souhaitais aborder dans le chapitre 10. Tu dis « Je coopère en meilleure intelligence ». Tu parles d'intelligence décisionnelle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence décisionnelle, Lionel ? L'intelligence décisionnelle, c'est de ne plus prendre ces décisions en pilote automatique. Et tout l'objet du livre, c'est de prendre conscience de nos pilotes automatiques pour pouvoir les désactiver quand ils ne sont pas pertinents. Et c'est quelque chose qui se manifeste beaucoup dans les prises de décision. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple d'un manager qui doit licencier, qui doit réduire son équipe, parce que, par exemple,
le management de l'entreprise a dit voilà, les temps sont durs et il faut réduire la masse salariale. Et donc, un manager, face à cette décision, il va aborder la situation selon sa personnalité de différentes façons. Il y en a qui vont regarder purement, je sais pas, le salaire, les compétences, la contribution. D'autres qui vont s'intéresser plutôt à la situation individuelle de la personne concernés. Et en fait, il faut prendre en compte l'ensemble de tous ces critères, ne pas avoir une vision partielle de la situation. Et donc, l'intelligence décisionnelle, c'est d'élargir son champ de vision et de prendre en compte différents types de critères qui sont tous utiles. Et je propose d'ailleurs dans le livre un modèle qui s'appelle le modèle en Z, qui permet en fait déjà d'analyser les situations et de prendre des décisions d'une manière beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, et non pas en se focalisant, en regardant la situation par le petit bout de la lorgnette et en prenant une décision sur des critères partiels. En faisant ça, soit individuellement, soit en tant qu'équipe, on peut prendre des décisions beaucoup plus justes, beaucoup plus riches, beaucoup plus pertinentes. Et c'est ça, c'est de s'appuyer à la fois sur la connaissance de soi, s'appuyer sur les complémentarités des autres personnes de l'équipe projet pour au final développer son intelligence collective, notamment en matière de décision. Et tous les livres de la collection qui sortent et qui vont sortir, puisqu'on en aura en moyenne 3 par an, vont dans le même sens, c'est-à-dire vraiment aider à faire des progrès. Et pour aller dans le sens de Lionel, le deuxième ouvrage de cette collection, qui s'appelle « Accueillir le changement et prendre des décisions éclairées », va faire travailler dans le même sens, mais en s'appuyant sur nos compétences en pensée critique, le critical thinking, qui est extrêmement développé, dont on travaille là-dessus en tant qu'étudiant à l'université. En France, le français pense qu'il est critique, ça ouais, c'est pas faux, mais il n'a pas compris ce que c'est la critique. La pensée critique, c'est une prise de recul par rapport à la somme des informations qu'on recueille et retenir celles qui sont pertinentes et pour éclairer la décision, quoi. Se méfier aussi des fausses informations qui circulent sur le net, ça fait partie de la pensée critique. Et là, on a beaucoup à travailler encore. Donc, ça sera le sujet d'un prochain webinaire, Jean-Yves, sur la pensée critique. Ah, bah super. Et donc, vous avez, pour ceux qui nous regardent, dans la messagerie, vous avez la présentation des 3 ouvrages qui vont sortir fin juin, donc incessamment sous peu. Ça marche, oui, je crois que c'est le 30 juin, la sortie le 30 juin, ouais. du livre Devenir complet plutôt que parfait, mais vous pouvez déjà le précommander en ligne. Oui. Je vous remets le lien. Je vous invite vraiment à acquérir ce livre parce que je pense même que vous pouvez, alors en tant que manager, l'utiliser même dans l'entreprise. Je trouve que c'est un bon outil avec des exemples qui vont vous parler, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a des exemples même qui vont certainement vous faire sourire, que vous avez toutes et tous déjà vécu. En tout cas, c'est très bien fait, et donc je vous invite fortement à l'acquérir. Merci Jean-Yves, merci Lionel. Merci de nous avoir suivis ce matin. Ce webinaire, vous le retrouvez en replay sur MyRHline dès demain. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.